Donc on continue, deuxième plateau, on parle comme on l'avait annoncé de culture et d'inclusion et on a Eugénie de la base qui est restée avec nous ainsi qu'Aurel de la Chapelle et deux autres invités nous ont rejoints, donc Coco et Sophie. Nous allons effectivement parler de culture parce qu'il y a une bataille culturelle, ou alors je ne devrais pas le dire comme ça, je devrais poser la question, y aurait-il une bataille culturelle entre un modèle dominant qui essaierait de s'imposer et un modèle qui essaierait essaierait d'y résister. On va se poser ces questions-là et je te donne la parole, Paul, tu poses la première question, j'enchaîne. Je voulais commencer par toi, Sophie, bonjour. Bonjour. En fait, tu fais partie d'un collectif qui s'est mobilisé lorsque, en 2015, la mairie a voulu réduire drastiquement les horaires d'ouverture des bibliothèques municipales. Quand la mairie a annoncé ça, vous vous êtes mobilisé en particulier dans le quartier de Bonnefoy. Est-ce que tu peux nous raconter pour quelles raisons, comment et selon toi, qu'est-ce que ça raconte de la vision de la culture de la part de la mairie, quoi? Alors c'était en 2025, tu as dit 2015, oui, 2015. mais c'était Je suis plutôt récent, fatigué, c'était moi l'an aussi. dernier. Et en fait, ce qui s'est passé, il faut d'abord, avant d'expliquer, d'aller plus loin, la bibliothèque de Bonnefoy, il faut resituer. C'est un équipement culturel qui se retrouve dans le quartier, au sein du parc Michelet, à côté du centre culturel, à côté de l'école élémentaire et maternelle Bonnefoy, à côté d'une crèche aussi. Et c'est assez central comme lieu dans le quartier. Et elle sert aussi à d'autres écoles, à l'école Marengo, à des écoles privées aussi. Et c'est vraiment un vrai cœur de quartier qui s'articule très bien, qui peut participer à des événements avec le centre culturel, qui reçoit les écoles, mais qui reçoit aussi des publics. Si je peux me permettre, est-ce que c'est la seule bibliothèque qui soit vraiment jeunesse? Oui, c'est la seule bibliothèque jeunesse de la ville. De la ville, oui. Et ça depuis très longtemps. C'est une bibliothèque qui avait déjà été menacée par le passé. Je ne sais pas quand a été créée la médiathèque de José Cabanis, mais quand elle avait été créée, elle avait été menacée de fermeture. Et c'est les parents d'élèves des écoles qui se sont mobilisés, donc il y a 15 ou 20 ans de ça, pour dire qu'ils voulaient la sauvegarder. Voilà, donc il y a un petit coin adulte, BD, roman, mais c'est essentiellement un lieu, c'est que de la jeunesse. Et c'est aussi un lieu où il y a des activités proposées par les bibliothécaires, des lectures pour les petits, des lectures pour les assistantes maternelles, pour les crèches aussi. Et du coup, en fait, c'est vraiment un lieu de socialisation dans le quartier. Oui. Et quand vous avez appris que la mairie prévoyait de réduire les horaires, donc en gros de plus ouvrir le samedi et d'ouvrir qu'une semaine sur deux lors des vacances scolaires, comment vous vous êtes mobilisés? Ça a été quoi vos moyens d'action et c'est quoi les résultats que vous avez obtenus? Alors, en fait, on a eu les annonces courant du mois de mai 2025 et puis les gens se sont parlé, les usagers aussi au sein des écoles avec les associations de parents d'élèves et puis en fait le mot d'ordre c'était quand même de façon spontanée de dire non, ça c'est pas possible en fait, donc on était en pleine réduction budgétaire, dotation d'État, le plan Barnier, etc. Mais il y a eu quand même une volonté collective de pouvoir défendre ce lieu. Donc il y a eu une manifestation qui a été organisée devant la bibliothèque un samedi matin, le 7 juin. Il y a eu des pétitions qui ont été créées, un site internet, il y a eu aussi on est intervenu, il y a eu des banderoles qui ont pu être affichées dans le quartier et aussi des collectifs, des usagers de la bibliothèque qui sont venus sur des moments où le maire, M. Moudin, ou la maire de quartier intervenait sur des événements. Le moment au cœur de quartier, là. Voilà, au moment de cœur de quartier. Tu peux nous raconter ce que vous avez fait? Sur la place Arago, donc il y avait un apéro-concert et il y a des usagers spontanément avec des pancartes et des enfants qui sont venus dire en fait c'est pas possible ce qui se passe au niveau de la bibliothèque, que ça puisse fermer, on n'est pas d'accord. Donc voilà, ils n'ont pas trop apprécié que les enfants puissent porter des pancartes. Alors c'est des pancartes dessinées par les enfants et c'est vrai qu'en fait à la base la première manifestation c'est des enfants qui ont dit en fait on n'est pas obligé de se laisser faire, on n'a qu'à faire une manif, voilà. Mais voilà, après on a pu aussi afficher pas mal de banderoles qui ont été quand même très régulièrement sorties. Et peut-être ce que tu nous racontais qui a pu aussi peser dans le fait que votre mobilisation elle a marché, c'est que vous avez réussi à embarquer avec vous
tout le quartier globalement, Oui. les commerçants, Oui. les habitants, Oui. les salariés de ces lieux-là, que vraiment ça a créé Oui. une émulation Oui. globale. Oui. Donc voilà, on a pu en parler pas mal aux autres écoles du quartier, aux commerçants. On a fait un courrier du coup adressé au directeur des bibliothèques. Il y a eu 17 signataires quand même, donc des commerçants, des associations de quartier, des associations artistiques de quartier, donc un gros quand même collectif pour indiquer qu'en fait la bibliothèque elle sert aussi l'économie du quartier quelque part, au-delà d'être un lien social, d'un lieu de lien social et aussi de partage de la parentalité aussi. Enfin, c'est un lieu où on se retrouve et puis qui est gratuit. Au-delà de l'accès à la culture et à la lecture, c'est un lieu vivant, quoi, à taille humaine aussi. Voilà, donc il y a eu voilà, il y a aussi une soirée de soutien avec à la bibliothèque Anseli, puisqu'il y a des usagers de la bibliothèque d'Anseli et de Duranty qui nous ont contactés pour savoir comment on pouvait procéder, comment on avait pu procéder, comment ils pouvaient être eux aussi acteurs par rapport à leur bibliothèque. Et in fine, cette mobilisation, qu'est-ce qu'elle a donné à la fin? Vous avez réussi à obtenir quoi? Alors, on a obtenu que le samedi reste ouvert. Par contre, on a continué la mobilisation autour de la deuxième semaine, enfin la semaine des vacances scolaires fermées, et ça, on ne l'a pas obtenu. Voilà. Et ce qui est malheureux, si j'ai bien compris, c'est que cette non-fermeture des samedis, vous l'avez obtenue au détriment d'une autre bibliothèque? Alors oui, parce que en fait, pour que ça reste ouvert, il faut qu'il soit toujours minimum 2 ou 3, je ne sais plus. Donc en fait, oui, par exemple, Duranty n'a pas réussi à conserver son samedi. Il faut savoir qu'une bibliothèque qui ferme le samedi, il y a un taux de fréquentation moindre sur tout le reste de la semaine. Les gens ne posent pas des RTT pour aller rendre les livres, par exemple. Donc oui, il y a une politique globale au niveau des bibliothèques de Toulouse qui prennent à l'un pour prendre à l'autre, pour remobiliser les agents, pour les reventiler, voilà. Dans votre collectif, j'ai l'impression, dans ce qu'on se disait, que malheureusement, vous avez été confronté à ce dont on a pu parler aussi durant le premier plateau, c'est-à-dire à un essoufflement du collectif. Est-ce que c'est vrai? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la lutte, elle continue? En gros, c'est quoi la suite? Vous en êtes où? On était quand même très contents d'avoir obtenu le samedi. Fort de ça, on a voulu continuer sur la deuxième semaine des vacances. On a pu aussi tracter sur des vides-greniers ou des événements dans le quartier. Et oui, ça s'est un peu essoufflé parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Voilà. Donc ça s'est quand même essoufflé. Ouais. J'avais une question. Vous n'étiez pas forcément des militants tous dans ce collectif, puisqu'il y a des gens qui n'avaient jamais milité particulièrement, mais qui étaient juste touchés par ce lieu et qui voulaient le conserver. Est-ce qu'il y en a certains qui ont été frappés par, c'est moi qui je vais prononcer le mot, la violence politique qui vous a été quand même, dans certains cas, opposée? Oui, parce que pas l'habitude forcément d'être dans des rapports de force et puis être quand même dans le sentiment d'être dans notre bon droit, de dire que nos impôts locaux, on veut pas qu'ils partent ailleurs, en sachant qu'en plus le quartier se modifie, il y a des travaux, il y a une augmentation galopante de la démographie à Toulouse, donc voilà, on avait assez d'arguments, mais qui n'ont pas forcément été entendus, entendus sur le samedi. On a aussi pu interpeller la maire de quartier, où on a senti qu'il y avait quand même peu de marge de manœuvre aussi du côté des élus. Enfin, voilà, ça tombait un peu dessus. Les dotations d'État ont baissé. On a des agents à conserver. Il faut qu'on fasse des choix. Bon, voilà. Donc oui, il y a quand même une désillusion, une déception. Voilà, puis la vie continue pour les usagers et pour les familles ou les personnes seules qui côtoient la bibliothèque. Donc oui, ça s'est quand même essoufflé. Écoute, merci Sophie, on tenait à introduire ce plateau par ça, parce que les bibliothèques, mine de rien, ça rassemble plein de choses. C'est un lieu de vie, et on le disait en première partie, ces lieux-là, ils sont quand même hyper importants pour créer de la vie dans les quartiers, et c'est l'accès à la culture, et c'est plein de choses, et ça dit beaucoup que la mairie, quand elle reçoit une dotation de subvention, le premier truc qu'elle se dit qu'elle va baisser, parmi tant d'autres, c'est on n'a qu'à fermer les bibliothèques de quartier. Je laisse Ise enchaîner avec la suite. Oui, Eugénie, de toute façon on va revenir à cette question de quelle culture on parle, mais Eugénie, tu es restée sur le plateau aussi parce que tu es militante féministe et qu'il y a eu ce petit moment un petit peu tendu, on va dire. Disons que Tisséo, tu me dis si tu contrôles, je pars sous ton contrôle. Tisséo a fait une campagne en 2025, c'était l'année dernière, sur les violences sexistes et sexuelles.
je pense qu'ils en étaient très satisfaits. Alors, pour ceux qui l'ignorent, TCO, c'est la régie de transport de la métropole, de Toulouse Métropole. Ils en étaient très satisfaits, sauf que c'était des panneaux qui disaient victime, réagissez, quoi. Hein, voilà, je vais te laisser me dire pourquoi ça posait problème et comment tu as réagi avec ton collectif et quelles ont été les relations avec la mairie à la suite de ça. Oui, en effet, c'était des affichages qu'il n'y avait que dans les bus. Par contre, c'était un extrait d'un guide pour agir qui est en ligne, fait par TCO. Et il y avait un extrait qui était affiché dans les bus et qui s'adressait aux victimes et aux témoins. Et pour les victimes, c'était criblé d'injonctions. Victimes réagissaient, ça flashait. Puis des trucs classiques, éloignez-vous de votre agresseur, allez chercher de l'aide auprès des autres utilisateurs et utilisatrices du transport. Porter plainte, voilà, ce genre d'injonction. Et donc avec une amie, on était très en colère contre cet affichage, donc on en a fait un documentaire de sensibilisation pour expliquer quel est le problème quand on s'adresse ainsi aux victimes, est-ce que ça crée, est-ce que ça continue de nourrir, et pourquoi est-ce qu'en fait il faut parler aux agresseurs, bon voilà. Et donc on a rencontré à cette occasion-là la mairie et une partie du service de TCO, quand on a voulu projeter notre documentaire dans l'espace laïcité et diversité. C'est ça, je l'ai bien dit. Je sais plus dans quel sens. Diversité dedans. Voilà, diversité, laïcité de la mairie. D'abord. Et donc quand elles ont reçu notre proposition, on a eu un appel assez... Moi je vais parler en mon jeu, mais je vais dire menaçant de la personne qui est en charge de cet espace pour nous dire que on faisait de la... qu'on portait des accusations qui n'étaient pas vraies et légitimes auprès de TCO, qu'on n'aurait pas la salle, que c'était pas ok, il y avait tout un enjeu de menace pour nous empêcher d'avoir la salle. Et finalement on s'est rencontrés, on a eu des échanges, mais il n'y a eu aucun espace en fait vraiment de rencontre, de compréhension, de recherche de quel est notre message, quel est le problème avec leurs travaux, sur quoi on pourrait travailler ensemble en fait et réfléchir. Il n'y a pas eu du tout ces espaces-là. On a fini par avoir la salle et faire la projection, mais du coup on n'est pas passé à côté de temps, d'échanges et de chercher à faire mieux, en tout cas sur cet espace d'affichage coup avec tu as senti que dans la maison de la diversité, c'était pas il n'y avait pas de débat possible, en tout cas c'était pas l'objectif. On remet peut-être pas tout le monde en question, on savait pas qu'il fallait pas toucher à TCO, on a touché à TCO. C'était sacré. Coco, je rebondis vers toi. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle la Maison Clinquante et tu défends, tu es militante de la culture, hein. Oui, pour moi c'est une culture, hein. Oui, voilà, oui, je suis d'accord, de la culture LGBTQIA+. Je pense que le rapport à l'institution il est un petit peu différent peut-être parce que, je te laisse en parler, mais quand on parlait en introduction d'une culture invisibilisée, je pensais à celle-là. Oui. À Toulouse, elle est très importante. Moi, je suis toulousaine, je pense qu'elle est très importante. Et pour autant, la municipalité ne s'empare jamais de ce sujet-là, n'en fait jamais la promotion. Alors qu'on pourrait penser, avec les drag race, etc., que c'est le moment, c'est plutôt cool et il y a un public. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation, de la situation, en fait, de cette culture-là ? J'ai l'impression qu'avec la Maison Clinquante ou même dans les autres collectifs ou moi en tant qu'intermittent du spectacle, déjà on est tout le temps considéré comme compagnie émergente. Donc moi ça fait 5 ans que j'émerge en fait et j'aurais fini d'émerger quand peut-être l'État dira ah oui c'est pas mal, voilà on vous a vu, bref. Donc en fait la relation avec les institutions, si on parle de la mairie, déjà il n'y en a pas parce qu'on n'y a même pas accès la plupart du temps. Quand on y a accès, moi, j'ai eu 2 rendez-vous avec les élus culture de la mairie. C'était on n'a pas d'argent, on va vous reléguer à faire des ateliers avec les enfants. Pourquoi pas ? Mais c'est pas forcément la proposition avec laquelle je viens. Et puis, il faut être formé, c'est un vrai truc. Et, c'est même étonnant, je trouve. Ouais, mais c'est tout le temps ça. Oui, c'est pas du tout, je pense que c'est pas la demande. Oui. Et puis il y a toute une frange réactionnaire politique qui dit que justement il ne faut surtout pas... Oui, et ça me fait penser à l'annulation des lectures drag pour enfants qui avait eu lieu, qui devait avoir lieu il y a quelques temps par Shanna Banana et Brandy Snap, où du coup ces drag queens vraiment en drag princesse qui lisent des livres pour enfants sur le consentement dans un lieu public. Avaient été menacés par des militants d'extrême droite avec des tracts et tout. On avait repris leurs photos et tout, c'était hyper violent. Et par précaution et sécurité, la mairie a décidé d'annuler cet événement.
c'est pas normal du tout en fait. C'est hyper grave. Tout comme la mairie n'a pas autorisé une exposition de photos du peuple palestinien à Toulouse. C'est hyper grave. Et nous, en tant qu'artistes queer, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une position bâtarde en ce moment, dans le sens où on n'a pas une vraie reconnaissance solide, institutionnelle, qu'elle soit matérielle ou de représentativité ou quoi. Et en même temps, on nous tokenise beaucoup. Du coup, être tokenisé, ça veut dire ah bah tiens, il me faut un spectacle queer dans ma saison, ce sera vous. Bisous, on a coché notre case, quoi. Et je peux communiquer là-dessus et dire voilà. que voilà, j'ai fait le taf. Ça, je parle vraiment pour les lieux, les lieux labellisés ou les lieux de la mairie, parce que nous, la culture queer et drag, on est partout. Hein. Enfin, on fait ça dans les bars, dans les caves, on fait ça depuis le début, on va pas s'arrêter. Mais en tout cas, pour avoir une vraie visibilité, c'est ça, c'est souvent de la tokenisation. Avec le cabaret, il y a des lieux qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait, et c'est super. Enfin, j'ai envie de dire à ces lieux, continuer, mais aussi pérenniser le truc. C'est pas en nous programmant sur une soirée d'ouverture de saison qu'on va manger. Parce que moi, sur Toulouse, pour tout dire, en termes de lieux, et j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, parce que moi, je connais le Kalinka. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a eu la Dynamo, encore un lieu qui a fermé. Mais aujourd'hui, à part le Kalinka, je vois pas. Bah alors le Kalinka, c'est vrai que c'est le cabaret vraiment traditionnel, dans le sens où on mange en regardant le spectacle. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Il est là depuis très longtemps et c'est un lieu d'accueil aussi pour les artistes queer à Toulouse, très important. Et après, nous, en fait, on manque de lieux, mais comme tous les artistes du spectacle vivant à Toulouse, on manque de lieux où répéter, où faire des résidences à Toulouse et où se produire. Donc on va être dans les bars. Il y a par exemple le bar de la Gougnotte qui accueille énormément de créations queer, de marchés queer, tout ça. On va être plutôt au Flashback Café, pareil, qui n'est pas un lieu estampillé queer. La Gougnotte, oui. Le Flashback Café, non. Mais où il y a des événements. On va faire des soirées clubbing comme le fait la Madone au Bikini ou au Rex, voilà. Mais on manque de lieux, ouais, clairement. Est-ce que tu penses que ce rapport-là de la mairie, d'où il vient en fait ? Est-ce que c'est un mépris ? Est-ce que c'est une méconnaissance ? Est-ce que c'est vraiment une opposition frontale à votre culture ? Est-ce que tu saurais dire, toi, pour toi, est-ce que c'est toutes ces choses-là à la fois ? D'où elle vient cette opposition ? Moi, je pense qu'il y a du mépris, ça c'est sûr, parce que je le sens en fait, et je ne suis pas le seul, je le sens quand je parle à des élus ou à des gens un peu haut placés dans la culture, je le sens. Voilà. Après, oui, évidemment, il y a de la méconnaissance. Après, j'ai envie de dire, moi j'ai un seuil de tolérance plus ou moins avec la méconnaissance, mais maintenant, ça y est quoi. Enfin, faut faire le taf. T'es employé de la mairie. Ça y est en fait, il faut que ces gens soient formés, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. C'est pas à nous, premières concernés, de venir faire la pédagogie sur tout. Plus en 2026 en tout cas, ça paraît ridicule. Mais ça y est en fait. Bien sûr. Et quelles conséquences cette attitude et cette politique aussi, parce que moi je pense qu'il y a une politique, il y a une volonté quand même d'invisibiliser, en tout cas de ne pas s'intéresser. Il faut quand même pas rigoler, comme tu dis, c'est installé depuis longtemps, donc c'est une volonté. Quelles conséquences ça a sur la culture ou sur le milieu queer? Je pense qu'il y a déjà le fait de ne pas nous programmer, mais alors là je parle de la création queer, mais la création de gens minorisés en général, j'ai envie de dire, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap. Je pense que ce que ça fait qu'on ne soit pas trop visible et pas assez représenté, c'est que ça continue de standardiser, d'uniformiser la culture comme quelque chose d'hyper élitiste, d'hyper inaccessible et hyper antipopulaire aussi. Parce que je pense que c'est ça qui les titille un peu avec les trucs de cabaret, de drague, de queer, c'est que ça touche à quelque chose d'hyper populaire et ça les effraie parce qu'il y a une volonté de garder la culture hyper élitiste. Et le deuxième truc que ça fait, c'est qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de lieu, on est en galère, tout simplement. On ne peut pas manger, quoi. Avec ce que ça veut dire d'épuisement là aussi derrière, bien sûr. Alors que c'est l'argent public, c'est notre argent. Donc je disais en introduction, invisibilisation. Est-ce que tu dirais qu'il y a toujours un stigmate aussi sur cette culture ? Parce qu'en fait, dans la culture queer, ce qui est défendu, c'est quand même une société aussi d'inclusion. Donc en termes d'inclusion, là, on sent bien qu'il y a une résistance assez importante. Est-ce que tu es d'accord avec Oui, carrément. Avec ça. On porte les stigmates de l'homophobie et de la transphobie d'État, comme le sexisme qui existe depuis toujours. Et je pense que la mairie de Moudinque est
grandement représentante de cette violence-là, que ce soit dans la culture ou ailleurs. Ouais, j'ai parlé à Belladonna, que tu connais bien, qui devait être là, et tu nous as fait le plaisir, je tiens à le signaler quand même, de venir 3 heures avant, on l'avertit pour que tu viennes pour remplacer Belladonna, et c'était super sympa. Et des gros bisous à Belladonna. Et des gros bisous à Belladonna au fond de son lit qui est malade. Et j'en parlais parce que je me posais la question de si on pouvait aborder aussi la question de la violence. Parce qu'il y a quand même des crimes homophobes, il y a quand même vraiment une violence qu'on sent, ça se tend quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une responsabilité justement dans le fait qu'il y ait un rejet de cette sculpture? Est-ce que, à ton avis, il y a une responsabilité de la municipalité? Oui, pour moi, c'est leur responsabilité. C'est même pas celle des individus en soi qui agressent, même si. Mais je veux dire, si on vivait dans une ville où y a des artistes queer un peu partout qui sont valorisés, tu les vois faire des ateliers en bibliothèque, tu les vois faire leurs spectacles à l'accueil des théâtres. Voilà, si on a moins de freins dans l'accès à l'emploi, dans l'accès aux lieux de création, on est là. Du coup, ça devient diffus et normal. Et du coup, évidemment, ça créerait moins de violence. Sauf que là, on appelle pour porter plainte, ils ne prennent pas notre plainte. Enfin, à un moment, juste, c'est cata. On est d'accord, merci. Aurel, je me retourne vers toi. Tu es resté avec nous parce que tout à l'heure, on parlait de la chapelle en tant que lieu politique, autogéré. Mais la chapelle, c'est aussi un lieu culturel. Et ce qui nous questionnait, c'était de savoir... Parce que c'est pas n'importe quelle culture que vous accueillez ici. Mine de rien, la chapelle, elle permet à des artistes justement qui sont un peu loin des circuits institutionnalisés d'avoir un lieu de travail, d'avoir un lieu de représentation. Est-ce que tu penses que c'est aussi ça qui embête la mairie et qui fait que la mairie vient mettre des coups de boutoir sur la chapelle? Ou c'est quoi le rapport à cet accueil culturel qu'a la chapelle avec la mairie? Est-ce que ça les embête? Pourquoi ils réagissent comme ça? Alors pendant très longtemps, depuis 30 ans, en fait, on est très autonome et très indépendant sur notre programmation culturelle. Il se trouve que ces derniers temps, la mairie a décidé d'avoir un œil sur ce qui est légitime à être programmé ou non à la chapelle. Mais enfin bon, on rappelle quand même à la mairie qu'on a un bail amphithéotique, qu'on n'est pas une salle municipale, contrairement à ce qui a été dit dans les journaux. Et que jusqu'à preuve du contraire, accueillir des débats sur des sujets qui dérangent, ça fait partie du lieu. On est un porte-voix des alternatives et on se rend bien compte que l'accès aux salles municipales a été fortement réduit depuis au moins 2 ans, puisque nous avons de plus en plus de demandes de collectifs ou d'associations qui n'ont plus accès aux salles municipales. À des artistes et des compagnies qui n'ont plus accès à des lieux de résidence ou en tout cas qui sont discriminés dans l'accès à des lieux de résidence, l'accès à des lieux de production, de spectacles. Et en tout cas, à la chapelle, on sera toujours accueillant et accueillante à l'égard de ces collectifs et de ces compagnies à partir du moment où elles respectent les valeurs du lieu. Et est-ce que ça, tu penses que ça fait partie des choses qu'embête la mairie? Parce qu'en gros, ils sont en train d'essayer de vouloir imposer une culture dominante. Et donc, je veux dire, quand tu dis on voit de plus en plus de collectifs d'artistes qui débarquent ici parce qu'on leur a refusé les salles municipales, c'est bien qu'il y avait une volonté de leur refuser l'accès à la visibilisation. Et du coup, en fait, vous faites partie des derniers espaces qui leur offrent une possibilité d'être visible. Est-ce que ça va embêter la mairie tout autant que l'aspect politisé, typiquement sur les violences policières ou la Palestine? Oui, la culture, elle est politique, de quoi qu'on en dise. Et du coup, le fait d'être le porte-voix de voix alternatives à la culture dominante est quelque chose très clairement qui dérange la mairie actuelle et qui prône une forme d'élitisme et de culture mainstream qui viendrait être de leur côté, quelque chose d'assez consensuel de leur versant politique qui viendrait, et la chapelle viendrait être un peu une tache noire ou un mouton noir au milieu de cette culture que la mairie voudrait uniforme. Or, la culture, elle est plurielle, la démocratie, elle est plurielle. Il n'y a pas de raison qu'on n'existe plus et il n'y a pas de raison qu'on se laisse faire à l'égard d'interdictions, d'arrêtés. En tout cas, à la chapelle, on continuera d'exister tel qu'on est depuis 30 ans. Et peut-être si je pose la question à vous toutes et vous tous,
c'est quoi? On parle beaucoup de cette culture que la mairie défend, que la mairie veut imposer. Ça serait quoi? Comment vous la définiriez, cette culture qui reste et qui serait imposée en totem là et qui voudrait être imposée par la mairie là? Ça serait quoi? Je le dirais peut-être un peu différemment, si je peux me permettre, Paul. C'est tu viens de parler de cette culture plurielle, etc. Tu viens de parler de cette société qui, évidemment, s'il y avait une visibilisation de la culture queer, serait plus inclusive, du féminisme, des bibliothèques en tant que lieu de socialisation très populaire, etc. Ok, ça, on est au clair sur cette culture-là. Mais la culture que défend la mairie, du coup, en s'opposant à ça, c'est quelle culture? Quelle est la culture de la municipalité actuelle? Pour moi, c'est les projets et les événements qui vont surfinancer et justifier après des refus sur des modes économiques. Le collègue l'a dit, on n'a pas d'argent. La première réponse qu'il a eue, c'est on n'a pas d'argent. Mais en fait, à qui y va l'argent? C'est-à-dire à la Halle des Machines. Entre autres, il peut y avoir la Halle des Machines, il peut y avoir le festival Rio Loco qui est très super, mais qui vient... si la culture, c'est 3 événements à Toulouse qui sont surfinancés par la mairie, moi ça m'interroge. Oui, surtout que je pense que tout le monde était d'accord pour dire, en fait, Rio Loco, la Halle des Machines, c'est trop bien. Hein. Oui. Mais si c'est au prix de plus rien d'autre... Oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est pas une question de... je pense au Théâtre du Grand Rond, là, en ce moment, qui est menacé de fermeture en juillet 2026. Ça fait des années qui préviennent la mairie de « Attention, bientôt on ne pourra plus bien payer nos salariés et les artistes, etc. etc. » Et c'est pas une question de tout prendre, mettons, à l'opéra, là, qui capte à peu près tout, de leur prendre tous leurs millions et de les mettre au Grand Rond. C'est une question de rééquilibrer. Et il y a actuellement un réel déséquilibre dans l'attribution des subventions. Il y a des lieux qui n'en ont pas autant besoin. Et en plus, il y a des lieux qui ont beaucoup d'argent et qui font de la merde avec. Enfin, c'est encore pire. Alors qu'on pourrait juste redistribuer, ça ne changerait rien. Enfin voilà. Ouais, ce que je trouve étonnant aussi, c'est que l'équipe... c'est le 2e mandat de M. Moudinque, hein, donc ça fait quand même un moment qu'il est là. Mais on sent que ces dernières années, il y a quand même une violence plus importante, me semble-t-il. Est-ce que vous seriez d'accord pour le dire? Et c'est la voie de quoi ça? Certains parlent de radicalisation, d'autres de trumpisation et tout. Je ne sais pas s'il faut employer ces mots-là. Mais est-ce que ça, vous le sentez qu'au niveau culturel, la bataille, elle est vraiment beaucoup plus violente aujourd'hui? Moi, oui. Dans le sens où, ce que je peux observer, c'est qu'il y a quand même aussi peut-être une invitation à aller consommer de la culture. Très général, très gourmand, très pâté, et du coup il y a un appauvrissement, du côté de ce qui est proposé, par le fait aussi qu'ils fassent moins travailler les petites compagnies, et pour les enfants notamment. En tout cas, il y a un désir, moi je trouve, de contrôle de plus en plus poussé du maire, du pouvoir du maire sur qu'est-ce qui se déroule dans la ville de Toulouse et particulièrement dans les salles municipales ou dans les lieux qui sont financés par la mairie. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que je ne suis pas sûre que cela représente réellement la collectivité. Coco, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus peut-être? Est-ce que tu peux redire la question de base? Non, c'est la question de la violence qui est plus importante. Parce que je me dis que vous la subissez depuis longtemps dans le milieu queer, donc... Oui, après, c'est pas nouveau qu'on soit dans la survie, mais là, c'est sûr que le vocabulaire qui est employé, les mesures qui sont employées, par exemple, le fait que le maire actuel ait saisi le procureur par rapport au Théâtre du Grand Rond sur une histoire où le Grand Rond n'a rien fait, en plus, ça me flingue. Je trouve que c'est... quand il y a ces instruments-là qui sont activés, des instruments fascistes, c'est hyper alarmant. Et nous, évidemment, on a l'habitude, malheureusement, mais on est les boucs émissaires, quoi. Les trans, les machins, les trucs. Il faut toujours des gens à ostraciser, donc c'est encore nous. Et pas que. Il y a aussi les personnes précaires, les personnes handies, les personnes racisées. Donc oui, en ce moment, c'est particulièrement violent, ouais, clairement. Je me fais le maître du temps. Je pense qu'on voudrait tous et toutes continuer cette discussion. Ouais. Mais il faut conclure ce plateau.
Ok, merci encore une fois à toutes et tous. Cette question de la culture, effectivement, elle est importante dans le cadre de la bataille culturelle, dans le cadre des municipales, parce qu'on sent bien que le prochain mandat, on sent qu'il y a une bascule et donc le prochain mandat va être absolument clé pour la chapelle, clé pour la suite de la base, clé pour la vivification de certaines cultures, clé pour les bibliothèques bien sûr. On va maintenant aborder un autre sujet qui est celui très important aussi bien sûr de l'environnement. Toulouse est une ville qui est évidemment comme toutes les autres extrêmement soumise aux aléas du dérèglement climatique et on va regarder avec notre prochain plateau, Paul, si on est mieux préparé. Non, donc voilà, la réponse est donnée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.